Ein Grenzverletzer nähert sich dem Wachposten am Bahndamm. Jetzt ist der Grenzverletzer bereits auf der Höhe des Wachpostens. Seine Unvorsichtigkeit macht den Wachposten aufmerksam. OP1. Halt! Grenzposten! Hände hoch! Au cours de ma vie, je n'ai pratiquement jamais vu d'immigrants clandestins s'arrêter. Ils ont toujours continué à courir. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à le croire. Malgré les risques, ils ont toujours continué à courir. Der Grenzverletzer geht aufs Ganze. Konsequente Anwendung der Schusswaffe verhindert in diesem Fall den Grenzdurchbruch. En ce 12 août 1961, le temps est radieux. L'anticyclone Petroculus veille à ce que les Berlinois, que l'on voit ici en train de se reposer sur les bords du Wannsee, profitent d'une belle journée ensoleillée. Les services secrets occidentaux ont prévu un week-end calme, sans incident particulier. À minuit, des chars sortent dans les rues de Berlin-Est. Les camions de transport de troupes de l'armée nationale du peuple avancent dans la nuit. L'opération Muraille de Chine 2, préparée dans le plus grand secret, vient de commencer. On nous a réveillés à minuit. On devait immédiatement se rendre dans la chambre du commandant d'unité. Puis le commandant d'unité a ouvert une enveloppe cachetée et nous a lu l'ordre d'intervention. Après une brève instruction, on devait faire nos pactages de combat pour une éventuelle intervention sur le terrain et rejoindre notre unité à Großklinicke. Plus de 10 000 hommes sont mobilisés. Leur but est de sécuriser la frontière entre les secteurs de Berlin-Ouest et Berlin-Est. Des unités armées prennent position à la porte de Brandebourg. Ils étaient pratiquement allongés sur le bitume et ils avaient devant eux leurs armes qu'ils pointaient vers l'ouest. Ils avaient aussi leurs musettes, mais je ne suis pas sûr. Puis à l'aube, ils se sont levés pour aller se poster tout près de la porte de Brandebourg. Ils avaient leurs pistolets mitrailleurs en bandoulière. Ils portaient aussi un casque d'acier, comme s'ils allaient au front. En fait, tout cela me semblait ridicule au début, car on pensait qu'ils voulaient simplement procéder à des exercices. Mais l'heure est grave. Cette fois, l'armée nationale du peuple et les groupes de combat de la classe ouvrière ne laissent planer aucun doute. Sous les regards ébahis des alliés occidentaux, la ville est définitivement divisée. Partout, des ouvriers se massent le long de la frontière des secteurs. Surveillés par les forces de sécurité, ils commencent à ériger une clôture de barbelés à travers la ville. En l'espace de quelques heures, 193 rues qui relient l'Est et l'Ouest sont barricadées. Une enceinte de barbelés de 164 km se dresse autour de Berlin-Ouest. Je me suis dit, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne plus rond. Car en fait, c'est le socialisme et non pas le capitalisme qui devait rendre le monde meilleur. Par conséquent, ce sont les capitalistes, l'Occident, qui auraient dû construire le mur afin d'empêcher les gens de s'enfuir vers l'Est. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est bien l'Est qu'on fuyait. Les clôtures mettent une fin dramatique à l'immigration d'Est en Ouest. Des scènes émouvantes se déroulent de part et d'autre de la frontière. Familles, amis et voisins sont déchirés. Le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, prend les événements avec philosophie. Zu einer Panik besteht kein Anlass. Die ernste Situation ist natürlich für jeden klar, aber es besteht kein Anlass zu einer Panik. Pour Adenauer, le premier devoir du citoyen, c'est de garder son calme. Il ne fallait surtout pas chercher à provoquer les opinions publiques.
Deuxièmement, il était en pleine campagne électorale. Ce qui importait le plus à ses yeux, c'était les élections. Oui, on a tous adopté la même ligne politique. C'était notre chef. Il était en pleine campagne électorale et il ne fallait pas l'interrompre. En voyant le chancelier changer son calendrier électoral, l'opinion aurait accordé trop d'importance à l'événement. Ce sont des faits qui, dans le cas d'une crise en politique étrangère, pouvaient être mal perçus. Les alliés occidentaux se retiennent aussi. Leurs droits ne sont pas remis en cause. Puis, c'est l'Union soviétique qui règne en maître à l'Est, conséquence directe de l'armistice du 8 mai 1945 qui avait mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Pour la population, le verrouillage des frontières est un choc. Les habitants de la RDA sont emprisonnés dans leur propre État. Pendant 28 ans, le mur restera une frontière quasiment infranchissable qui divisera les Berlinois et les Allemands. Il deviendra le symbole du monde divisé pendant la guerre froide. L'histoire de cette frontière trouve ses racines dans la fin du second conflit mondial. L'Allemagne vaincue a été réduite en cendres. Les crimes de guerre des Allemands provoquent une vive réaction chez les puissances victorieuses qui placent le pays sous la tutelle des Alliés. Lors de la conférence de Potsdam, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. La ville de Berlin devra être administrée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Mais les relations entre les Alliés se détériorent. Pendant les premières années de l'après-guerre, des millions de gens fuient la zone d'occupation soviétique en traversant ce qu'on a appelé la frontière verte. Ils fuient à l'ouest. Désormais, les relations Est-Ouest prennent une tournure dramatique. Au printemps 1952, la ligne de démarcation devient une frontière de barbelés. Berlin devient le seul point de fuite dans le rideau de fer. Chaque jour, des milliers de gens quittent l'état des ouvriers et des paysans par les frontières des secteurs encore ouvertes. Khrouchtchev ne pouvait plus supporter l'exode des Allemands de l'Est. Il devait entreprendre quelque chose, car si le flux avait continué, le pacte de Varsovie serait devenu caduc. Le chef de l'État et du gouvernement de RDA, Walter Ulbricht, presse le camarade Nikita Khrouchtchev à trouver une solution au problème. Finalement, Khrouchtchev exige que Berlin soit décrétée ville libre. Il demande le retrait des troupes américaines et lance un ultimatum aux puissances occidentales. En juin 1961, Khrouchtchev rencontre à Vienne le président des États-Unis, John Kennedy, nouvellement élu. Celui-ci vient de subir un revers politique en raison de l'invasion manquée de Cuba. Khrouchtchev essaye donc de profiter des faiblesses supposées de Kennedy et le menace ouvertement de guerre si les États-Unis ne se plient pas à l'ultimatum de Berlin. Khrouchtchev était un taureau. Il s'est dit « Bon Dieu, un vieux bolchevique endurci doit quand même pouvoir venir à bout d'un jeune gringalet comme Kennedy. » La guerre froide atteint un sommet. Mais Kennedy ne se laisse pas intimider. Lors d'un discours télévisé à la nation, il déclare « There is peace in Berlin today. The source of world trouble and tension is Moscow, not Berlin. And if war begins, it will have begun in Moscow and not Berlin. » La crise de Berlin s'envenime. Le flux de réfugiés ne cesse de grossir. Au cours du seul mois de juillet, plus de 30 000 personnes gagnent l'Ouest. La RDA risque de se vider de son sang. Dans les journaux de l'Ouest, les gros titres parlent de votes à pied levé. L'image de la RDA est au plus bas. Walter Ulbricht demande une nouvelle fois aux Soviétiques la permission de fermer la frontière berlinoise. Khrouchtchev lâche du lest. Les pires rumeurs circulent dans la ville. Le 15 juin, lors d'une conférence de presse, on pose à Ulbricht la question suivante. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen,
dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Je me souviens de certaines discussions d'où il ressortait que c'était un projet techniquement irréalisable. On se demandait également s'ils essaieraient d'isoler Berlin-Est. Mais personne ne pensait à un mur. Avec les différentes lignes de chemin de fer, c'était techniquement impossible. 2 mois plus tard, la ville est divisée. Les alliés du secteur ouest sont sous le coup de la surprise et ne montrent aucune réaction. Willy Brandt, alors maire de Berlin, tente d'obtenir au moins une protestation énergique des commandements alliés de la ville, en vain. Je ne me souviens pas de l'expression exacte, je ne vais rien garantir, mais il est tout à fait possible que revenant des quartiers généraux alliés, il ait dit « ce sont des petits merdeux ». Au fond, ils étaient là à jouer les gros bras avec leurs uniformes de généraux, mais ce n'était par nature que des fonctionnaires en attente de consignes, sûrement pas des militaires de haut rang. Ils attendaient les ordres sans oser rien faire de leur propre initiative. Kennedy faisait de la voile et le ministre des Affaires étrangères, Dean Rusk, assistait à un match de baseball. Et aucun des deux ne voulait être dérangé. En fait, il n'y avait pas d'atmosphère de crise à l'époque à Washington. À Berlin-Ouest, la colère et la révolte grondent. Des milliers de personnes se massent à la frontière des secteurs pour protester contre l'enclavement de la ville. La population craint d'autres conséquences. Willy Brandt tente de soutenir le moral des Berlinois. Unsere Landsleute, sie blicken heute in dieser Stunde hierher. Wir wissen, dass nur die Panzer sie zurückhalten, ihrer Empörung freien Lauf zu lassen. Sie fragen, ob wir sie jetzt abschreiben. Darauf gibt es nur die Antwort: Nein, niemals. C'est à ce moment-là que Brandt s'est dit qu'il devait écrire au président américain cela pour lui faire comprendre de l'importance du choc psychologique et de la crise de confiance qui ébranlait la solidité des garanties américaines. Il a écrit cette lettre, et bien sûr, elle n'a pas réjoui tout le monde. Forcément, lorsqu'un petit maire d'une commune rurale écrit ainsi au puissant président des États-Unis pour en quelque sorte lui faire la leçon et lui dire « Regardez un peu ce qui se passe ici », ce n'est pas très habile. La situation était à ce moment très tendue à la Maison-Blanche, car certains réclamaient une intervention militaire immédiate à Berlin pour mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Mais Kennedy m'avait toujours dit « Si nous faisons ça, nous allons déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et je ne veux pas la provoquer. » À Berlin, les troupes américaines sont tout de même mises en état d'alerte. Le capitaine Daniels était en service à Checkpoint Charlie. Un jour, je me souviens avoir entendu parler le général Watson, qui était à l'époque le commandant de la ville de Berlin, avec le président Kennedy au téléphone. Et il lui disait qu'il était prêt à aller raser le mur vers 16 heures. Et j'ai appris ensuite, indirectement, qu'on lui avait répondu de n'en rien faire, jusqu'à ce qu'une décision fût prise. Entre-temps, à la Maison-Blanche, on avait compris qu'il fallait absolument réagir. Mais que pouvait faire Kennedy sans risquer de provoquer une guerre entre les deux grands ? La première chose que Kennedy m'a dite, c'était « Ne me conseillez pas d'aller entreprendre quelque chose contre ce mur, la ville de Berlin-Est ne nous regarde pas. »
Je lui ai répondu, non monsieur, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je comprends votre position, mais vous devez comprendre ce que ressentent les Berlinois de l'Ouest. Que se passerait-il si Boston était coupé en deux au niveau du pont qui enjambe la Charles River? Et c'est là qu'il a compris. Kennedy décide d'envoyer un signe clair. Il transfère une unité de combat de l'armée américaine de Meinheim à Berlin en la faisant passer par l'autoroute qui relie Berlin-Ouest à la RFA. À travers les rues de Berlin-Ouest, une joie frénétique accueille le convoi de 1500 soldats américains. Le même jour, le vice-président américain Lyndon B. Johnson arrive dans la ville divisée. Il apporte un message de Kennedy. L'Amérique défendra la liberté de Berlin-Ouest à tout prix. Le but principal du voyage était d'assurer le soutien inconditionnel des États-Unis aux Allemands et aux Berlinois de l'Est. Nous voulions aussi que le monde entier le sache, les Russes en particulier. Johnson délivre ce message conformément à sa mission et il est acclamé par les Berlinois de l'Ouest. Mais il s'avère que le vice-président s'intéresse aussi à toute autre chose. Johnson avait remarqué les pantoufles noires portées par le maire de Berlin et elles lui plaisaient énormément. Il lui a demandé si elles étaient confortables et Brandt lui a répondu par l'affirmative. Alors Johnson a voulu les mêmes, mais le problème c'est que les magasins étaient fermés. Alors naturellement, avec l'aide du protocole, on a tout fait pour lui en trouver. On a fait ouvrir des magasins et on lui a apporté ses pantoufles dans une pointure phénoménale. Je crois qu'elle faisait 45 ou 46, ou quelque chose comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il avait des pieds inégaux. Le droit était plus grand que le gauche, ou l'inverse. Mais comme je l'ai dit, il a eu sa paire de pantoufles. Le lendemain, je crois, il les a sorties de leur boîte, mais elles ne lui plaisaient plus. Alors il les a mises de côté. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais il ne les a jamais portées. Berlin-Est et Moscou ne se laissent nullement impressionner par les rodomontades de Kennedy, car ils signifient également qu'ils peuvent continuer à murer la ville tranquillement. L'Ouest s'est fait à l'idée de la division de Berlin. Il ne reste aux troupes armées postées à la frontière qu'à faire en sorte que personne ne s'enfuit par les interzones restantes du mur et que les ouvriers n'en profitent pas non plus. Décontenancés, les Berlinois de l'Ouest regardent le mur s'élever. Dans la matinée, les gens s'étaient déjà massés sur le trottoir et nous interpellaient. « Laissez tomber cette truelle, sautez donc au-dessus de ce mur. Venez nous rejoindre, abandonnez tout. » C'était des appels très tentants, mais chacun devait prendre une décision dans son fort intérieur. Tout le monde se disait « Réfléchis bien à ce que tu fais ». On savait quelle situation prévalait à l'Est. Si on passait de l'autre côté du mur, on sautait dans l'inconnu. Lothar Wessner décide de rester à l'Est. Sa sœur vit à Berlin-Ouest et il sent qu'il ne la reverra pas de sitôt. C'est là qu'il prend conscience de l'ampleur de la tragédie. Je sais seulement que je suis rentré chez moi ce soir-là et ma femme et ma mère m'ont dit « Mon Dieu, de quoi as-tu l'air ?» Et j'ai répondu « Oui, je sais. » Il était tellement bouleversé et troublé. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Et lorsqu'il m'a dit qu'il venait d'emmurer sa propre sœur, j'ai eu froid dans le dos. Désormais, 46 km de béton et de barbelés traversent Berlin de part en part pour empêcher la population de s'enfuir. Le parti et le gouvernement de RDA célèbrent le mur comme rempart de la paix, comme rempart contre le fascisme. Dans les premiers mois et semaines qui suivent le bouclage de la frontière, beaucoup essaient encore de fuir leur État. Les Berlinois de l'Ouest les aident là où c'est encore possible.
On allait traîner du côté des barbelés. Officiellement, on se promenait par hasard le long de la frontière à l'ouest. Et donc, il fallait toujours faire la différence entre ceux qui se promenaient réellement et ceux qui cherchaient une occasion de s'enfuir. Et quand on avait repéré une personne ou une famille candidate, on sortait les tenailles de nos poches et on sectionnait rapidement les barbelés pour les aider à passer à l'ouest. Ce sont les façades des maisons de la rue Bernauer qui délimitent la frontière. Les bâtiments font partie de l'Est, le trottoir de l'Ouest. Jour après jour, on assiste à des scènes déchirantes. Ce couple s'est marié à Berlin-Ouest. La noce se déroule près du mur. Leurs parents habitent à l'Est, mais ne peuvent plus passer de l'autre côté. Ce soldat est observé par un caméraman de l'Ouest. Il profite d'un moment d'inattention de ses camarades pour faire le grand saut. Jusqu'à la fin de septembre, 70 soldats auront ainsi traversé la frontière. Le 17 août, la famille Matern, résidant au numéro 11 de la rue Bernauer, décide de s'enfuir par la fenêtre. À l'époque, Elke Matern a 17 ans. Des voisins qui regardaient par la fenêtre et avaient bien vu que nous étions sur le point de nous enfuir à l'ouest ont interpellé mon père et ont dit « Sortez vite, la police arrive déjà par derrière ». Bien sûr, mon père était énormément sous pression. Il ne savait pas ce qu'il devait nous passer par la fenêtre. À un moment donné, on a tous été surpris. Il voulait nous passer une corbeille de fruits. Enfin, tout cela était très émouvant. Je me souviens aussi, par exemple, qu'on m'avait donné une chemise bleue des jeunesses allemandes libres. Je m'en souviens encore parfaitement. Je l'avais soigneusement accrochée à un porte-manteau dans la penderie. Je l'avais délibérément laissé derrière moi. Je pense que cet acte avait de l'importance. En fait, j'étais contente de pouvoir laisser toute cette situation derrière moi. Mais ce chemin d'évasion est lui aussi fermé. Jusqu'à la fin du mois de septembre, près de 2000 personnes seront expulsées de leurs appartements de la rue Bernauer. Les portes et les fenêtres donnant sur l'ouest sont murées. La SED, le Parti socialiste unifié de la RDA, démontre qu'il est tout à fait possible de scinder une grande ville moderne en deux et de séparer hermétiquement les deux moitiés. Les entrées des maisons encore habitées sont étroitement contrôlées. On aurait pu se croire en guerre. Ils avaient tous une ceinture de munitions. Ils s'asseyaient sur les marches et nous interpellaient tous en bluffant. « Vous habitez là ?» Et je répondais « Mais oui, bien sûr, je suis juste allé faire des courses. » On avait vraiment l'impression d'être en prison. C'était terrible. Les tentatives d'évasion sont de plus en plus risquées. Il y a des morts et des blessés. Les pompiers de l'Ouest arrivent à la rescousse avec leurs échelles et leurs toiles de sauvetage. Comme on pouvait s'en douter, il devient vite impossible de continuer à fuir par les fenêtres. Alors on s'est assis tous les trois et on s'est dit « Bon sang, cette fois nous partons ». Et on a sondé le mur derrière les lits. À un endroit, ça sonnait creux. Alors mon fils a commencé à creuser avec un petit tournevis, jusqu'à ce que le trou soit assez grand pour pouvoir passer. Mon fils avait une cloque énorme sur la paume de sa main. Pour sortir, on est descendu le long d'une corde à linge qu'on avait fixée à la planche à repasser. Et c'est mon fils qui est descendu en premier. Il m'a dit « Ça y est, maman, tu peux venir maintenant. » Les dernières tentatives de fuite désespérées se poursuivent encore jusqu'à la fin de l'année. Puis la rue Bernauer est bouclée. Les Américains se sont habitués aux murs. Mais ils insistent sur leur droit de pouvoir se déplacer librement dans l'ensemble de la ville. L'Est essaie de les en empêcher. La situation est critique. Lorsque la confrontation a commencé et s'est amplifiée, nous savions que nous, à la mairie, nous n'avions qu'à tenir notre langue et à nous tenir tranquilles.
Car dans ce cas-là, seuls Washington et Moscou avaient droit à la parole. Lorsqu'en octobre, le diplomate américain Alan Leitner se voit refuser l'accès à Berlin-Est, c'est l'escalade. Le véhicule de Leitner était une Volkswagen. Il voulait entériner le fait que nous avions le droit d'accéder librement et sans contrainte à Berlin-Est. Si je me souviens bien, c'était un dimanche après-midi. Nous avions fait plusieurs fois l'aller et retour jusqu'à Berlin-Est en passant par le poste contrôle pour l'escorter. Très vite, l'action entreprise par Leitner n'intéresse plus la VOPO, la police populaire de RDA, et devient l'affaire des soviétiques. Un conflit entre les deux superpuissances menace d'éclater. Un Allemand est venu vers nous pour nous dire « Les chars russes arrivent ». Et j'ai répondu « Bien, merci pour le renseignement ». Mais il était très énervé et a répété en criant « Les chars russes arrivent ». Avec le déploiement des blindés, la guerre froide entre dans une nouvelle dimension à la fin du mois d'octobre. Pour la première fois, les superpuissances s'affrontent directement. La guerre froide obéissait à certaines règles. Parmi ces règles, il était permis de contre-attaquer si l'adversaire envahissait votre terrain. On devait donc s'attendre à une riposte si l'on traversait la frontière. Chaque mouvement de l'adversaire est soigneusement répertorié et immédiatement transmis au gouvernement russe et américain. Le ministre de la Défense, Malinovski, a donné l'ordre à nos troupes de ne pas provoquer les Américains. Les conducteurs de chars qui faisaient face aux forces américaines devaient garder leur sang-froid. Ne pas faire de provocation. Khrouchtchev offre à Kennedy une démonstration de ses connaissances militaires et politiques en matière de blindés. Khrouchtchev a dit « Même un écolier sait que les chars peuvent avancer ou reculer. Ils n'aiment pas rester à un même endroit. Si les chars avancent, c'est la guerre. S'ils reculent, c'est la paix. Berlin-Ouest n'a aucune signification pour nous. » Johnson et le président Kennedy savaient parfaitement qu'ils devaient gagner la guerre froide sans utiliser l'arme nucléaire. À la frontière, la situation est bloquée. 30 chars américains font face à 30 chars soviétiques. La confrontation dure 16 heures, puis la décision tombe. On était à 2 doigts de se battre pour le mur de Berlin. Mais Khrouchtchev a décidé qu'il ne voulait pas la guerre, et Kennedy ne la voulait pas non plus. Mais c'est Khrouchtchev qui a fait reculer et cacher ses troupes afin que les Américains se disent « Bon, il n'y a plus de troupes en face, l'affaire est réglée ». Alors que les chars soviétiques font marche arrière, les chars américains se retirent également. Les chars des deux superpuissances se replient en bon ordre. Deux bataillons de blindés se tenaient quand même près dans une rue latérale côté soviétique. Nous savions que du côté américain, il restait également des unités prêtes à intervenir. Mais ces troupes n'étaient là que par mesure de précaution et personne ne les a vues. De la Baltique à la forêt de Thuringe, le rideau de fer s'étire sur 1400 km à travers l'Allemagne. Les miradors et le réseau de barbelés doivent garantir la paix. Sur un no man's land de 500 mètres, le terrain est miné. À Berlin, on parachève la construction de remparts contre le fascisme. Cependant, à l'Est, nombreux sont ceux qui tentent encore de franchir la frontière. En novembre 1961, 5 fugitifs tentent de forcer le passage de la frontière, rue de la Chaussée, à bord d'une Opel blindée à grand renfort de béton et de plaques d'acier. Un passage placé sous étroite surveillance. À la frontière, on donne l'ordre de tirer
Et Hans-Joachim Weyer, un mécanicien en automobile âgé de 24 ans, sa mère et 3 amis ne s'en sortent que de justesse. Juste après le slalom, les coups de feu ont retenti. Les pneus ont immédiatement lâché, mais la voiture a continué à rouler. Puis une balle a touché le radiateur, et alors je ne sais plus ce qui s'est passé, il pleuvait des balles de partout. La fusillade était terrible. Mais tout s'est arrêté aussi brusquement, et ce, avant même que nous soyons vraiment passés. Et après 100 ou 200 mètres environ, on s'est garé sur la droite en bon ordre, si l'on peut dire. Méthode moins dangereuse, mais ô combien plus difficile, certains fuient également par des tunnels qui avaient été creusés par des passeurs dans les premières années suivant la construction du mur. On travaillait presque jusqu'à l'épuisement. Mais bon, on était jeunes, ce n'était pas un gros problème. Il nous fallait seulement une demi-heure pour récupérer. Mais quand on sortait de là, c'est vrai qu'on avait de drôles de têtes. On était pâle, trempé de sueur, couvert de poussière, souvent un peu en sang, car dans notre rage, on se blessait toujours un peu avec les pierres, les éclats, les outils, et on était aussi à bout de souffle, car l'air était mauvais. Une équipe de tournage de la chaîne américaine NBC réalise un documentaire sur la construction secrète d'un tunnel. 41 habitants de l'Ouest creusent une voie de 136 mètres de long en direction de Berlin-Est. Ils veulent rendre possible la fuite de parents ou d'amis. 5 mois plus tard, ils finissent par aboutir dans une cave dans Berlin-Est. Alors, on a monté les marches de la cave. On avait un serrurier avec nous pour nous ouvrir les portes. Puis on a attendu. La première famille devait arriver à 19h25 précise. Et elle est arrivée. On a entendu le bruit de chaussures de femmes et d'hommes. Le mot de passe était Cuirassé Potemkin. C'est une réussite. 29 hommes, femmes et enfants parviennent à fuir vers l'ouest en empruntant ce tunnel. Peu de temps après, l'eau envahit la galerie et le passage devient inutilisable. Au centre de Berlin, la bande frontière surveillée traverse le cimetière des Invalides. Pour passer à l'ouest, il faut passer au-dessus du mur du cimetière et traverser le canal de navigation de Spandau. C'est ici que le jeune Wilfried Tews, alors âgé de 14 ans, a traversé la frontière. Je nageais pour traverser quand la fusillade a commencé. Alors j'ai plongé, mais j'avais été touché au poumon et je n'arrivais plus à nager correctement. J'ai réussi à nager jusqu'ici en essuyant plusieurs coups de feu et j'ai pu me hisser sur les marches. Wilfried Tews est touché à 8 reprises et atteint la rive ouest gravement blessé. J'ai eu une éraflure ici. Une balle est entrée au niveau de la nuque et est ressortie par la clavicule. Puis j'en ai reçu une autre dans l'épaule, une autre dans le poumon, une dans la hanche et 3 dans la jambe. À la frontière, les ordres sont formels. Le passage de la frontière doit être empêché par tous les moyens. Les fugitifs devaient être faits prisonniers ou anéantis. Cela pouvait vouloir dire affaiblis. C'est aussi une forme d'extermination. Mais je pense qu'il n'y avait pas de pardon possible pour un fugitif. Personne ne devait passer. Et si on avait déjà épuisé tous les autres moyens, on pouvait empêcher sa fuite en lui tirant dessus. La prochaine balle tuerait sûrement le fuyard ou le viderait de son sang. C'est terrible à avouer, mais il faut le dire clairement afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus jamais en Allemagne. Aujourd'hui, on a honte d'en avoir pris conscience aussi tard. Et quand on a un mandat du peuple, on pense avant tout à son devoir. Absolument personne ne devait franchir la frontière de l'État et passer dans le camp de l'impérialisme. Die Ausbildung der Grenzsoldaten ist hart und gründlich. Stehen sie doch jederzeit in der vordersten Linie.
mit der Schutzmaske dürfen die Ergebnisse des Gefechtsschießens nicht schlechter ausfallen als unter normalen Bedingungen. Tous ceux qui étaient en service à la frontière étaient triés sur le volet. Ils devaient avoir obtenu l'approbation de l'administration 2000, le ministère de la Sécurité d'État. Mais l'aspect politique n'était pas le seul critère de sélection. Les soldats et officiers étaient aussi choisis en fonction de leur situation familiale et matérielle. Quels sont les membres de votre famille? Avez-vous une maison, une voiture? On s'intéressait à ce qu'ils laisseraient derrière eux. Mais on ne prenait pas forcément des gens qui criaient chaque jour « Vive le socialisme !» Celui qui avait une situation familiale stable pouvait aussi être retenu. Au sein des forces armées est-allemandes, les troupes frontalières font partie de l'élite. On accorde une importance particulière à un critère bien défini. On demandait à chaque soldat s'il était prêt à se servir de son arme, et s'il répondait non, il était affecté dans une autre unité. Les jeunes gardes-frontières étaient préparés au service frontalier sur une zone spécialement conçue pour leur formation. Là, on les entraînait principalement à arrêter les fugitifs, avec une technique propre au service frontalier. Drei Grenzverletzer versuchen im Schutze des Schwarzen Flusses nach Westdeutschland zu entkommen. Eine Leuchtrakete bestätigt allen Grenzposten im Abschnitt den Versuch eines Grenzdurchbruchs. Die Lichtsperre tritt in Aktion. Der starke Lichtkegel des Scheinwerfers erfasst die Grenzverletzer. Jetzt ist ein Entkommen nicht mehr möglich. Halt, Grenzposten! Hände hoch! L'arme la plus importante du garde-frontière, c'est sa vigilance, et non pas sa kalachnikov. C'est sa vigilance qui est l'arme la plus importante. Il ne doit jamais quitter son adversaire des yeux afin qu'il ne puisse rien lui arriver à lui-même. Et les soldats frontaliers tirent bien. La première année, 43 fugitifs trouvent la mort au pied du mur. L'un d'entre eux, Peter Fechter, avait 18 ans. Au début, il a juste poussé un cri. Puis il a crié peut-être 10 ou 20 fois « Aidez-moi, aidez-moi !» Et sa voix devenait de plus en plus faible, jusqu'à ce que tout à coup, elle se taise. Touché de plusieurs balles, Fechter gît au pied du mur et se vide de son sang. Une patrouille de l'armée américaine est arrivée et avec mon anglais approximatif, j'ai essayé de faire comprendre clairement au lieutenant qu'un homme gravement blessé gisait là, derrière, et qu'on pouvait aller le chercher en tant que membre de l'armée américaine pour l'emmener à l'hôpital ou lui prodiguer des soins. Mais l'homme a froidement refusé. Il m'a simplement dit « Ce n'est pas notre problème ». Je ne me souviens pas qu'une personne ait dit une telle phrase. Notre problème au checkpoint était le suivant. Devions-nous aider la police allemande ou étions-nous autorisés à aller le chercher? Et qui nous aurait soutenus après? Mais avant tout, était-ce de notre ressort d'aller le chercher? Pendant près d'une heure, des habitants de l'Ouest et de l'Est le regardent agoniser. Ces images ont fait le tour du monde. La mort de Peter Fechter est devenue le symbole de la cruauté et de l'inhumanité du régime. Jusqu'en 1989, 417 personnes au moins ont perdu la vie à la frontière interallemande. Mais l'utilisation rigoureuse des armes et la pose de mines à fragmentation en plein cœur de l'Europe ont suscité des protestations internationales toujours plus vives. Soucieux d'améliorer leur image dans le monde, les responsables de la RDA révisent ce que l'on appelait l'ordre de tirer au milieu des années 80. Les 3 ou 4 dernières années, la plupart du temps, la consigne était « pas d'utilisation des armes à feu ». Par principe, il était interdit de se servir d'une arme, sauf en cas de légitime défense ou lorsqu'il y avait des visites officielles à Berlin-Ouest. On considérait alors, comme on disait à l'époque, que la chasse était fermée, car dans ces cas-là, on n'avait pas le droit de tirer. La rumeur selon laquelle l'ordre de tirer serait suspendu fait vite le tour de la RDA.
En février 1989, Chris Gueffroy, un jeune serveur de 20 ans, prépare sa fuite avec un ami. Je me souviens encore que Chris était tout excité. Il m'a dit « Maman, tu te rends compte ? Bent m'a dit qu'ils n'ont plus le droit de tirer à la frontière. » Alors je lui ai répondu « Ça m'étonnerait. Ils tirent toujours sur ceux qui essaient de passer. »« Non, m'a-t-il répondu. Maintenant, ils veulent améliorer leur image sur la scène internationale. Et puis, ils ont tellement signé de conventions sur les droits de l'homme. Maintenant, ils ne tirent que si un soldat déserte ou s'il est menacé. » Oui, il a cru tout ça. Et je crois que ça a été son erreur. Si vous me demandez si un citoyen avait le droit de quitter la RDA, alors je vous répondrai oui, à condition qu'il emploie des moyens légaux en passant par les postes de contrôle. Mais s'il voulait sortir clandestinement, c'était illégal selon les lois de la RDA et il devait s'attendre à ce qu'un malheur s'abatte sur lui. Chris Gueffroy meurt dans la nuit du 5 au 6 février 1989. C'est à cet endroit qu'il s'est fait tuer. Son ami est blessé et arrêté. L'enterrement est organisé, surveillé et filmé par la sécurité d'État, la Stasi. La mère de Chris n'a pas le droit de voir son fils mort. Je ne sais pas si j'aurais voulu le revoir. Cette vision m'avait longtemps hantée, jusqu'à ce que je parle à Christian. Je me réveillais souvent la nuit car je m'imaginais la scène. Je ne savais pas à quelle situation ils avaient été confrontés tous les deux. Je savais qu'il y avait eu plusieurs soldats. Et j'ai souvent imaginé qu'il avait peut-être été touché à la tête, qu'il lui avait démoli le crâne. J'ai imaginé des tas de scénarios macabres. J'avais vraiment peur. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il avait été atteint en plein cœur. Je crois que j'aurais encore pu le voir dans ce cas. Chris Gueffroy sera le dernier fugitif abattu près du mur. Le soldat qui l'a tué a été condamné à 2 ans de prison avec sursis en 1994. Le commandement de son régiment a échappé aux poursuites en s'enfuyant. Jusqu'à présent, 9 officiers des gardes-frontières de la RDA ont été condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans et demi de prison.